Salut les amis coders, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Code It for Fun qui a pour objectif principal de vous partager le maximum d'informations sur les concepts liés à la programmation et au développement logiciel. Code It for Fun se veut vraiment comme une plateforme d'échange et de partage qui va vous aider à acquérir tout ce dont vous allez avoir besoin pour devenir un bon développeur. J'espère que cette première vidéo vous retrouve en très bon état de santé et d'esprit. Et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, partager la vidéo avec vos amis et à me laisser des commentaires avec toutes vos remarques constructives, car c'est ça vraiment qui aidera notre chaîne à se développer et me motivera pour vous faire un contenu de haute qualité. Alors, dans cette première vidéo, avant de parler en fait du monde de la programmation, on va essayer d'adresser en fait un certain nombre de points qui sont essentiels pour toute personne qui veut justement embarquer dans cette journée qui est apprendre en fait la programmation. Donc là, dans cette présentation, on va essayer de répondre en fait à 4 points, d'adresser 4 points principaux. Le premier, c'est why learn coding? C'est pourquoi on cherche en fait à apprendre à la programmation. C'est quoi vraiment les raisons derrière qui vont nous pousser, les raisons derrière ce choix? Et qu'est-ce qui va nous pousser en fait principalement à vouloir apprendre et à se mettre en fait à programmer? Le deuxième point en fait, c'est quoi vraiment ce qu'on appelle en anglais le career path, ou c'est le plan de carrière, hein, si on veut. C'est quoi vraiment le plan de carrière type d'un programmeur? C'est quoi vraiment les différentes évolutions qu'un programmeur doit suivre en fait tout au long de sa vie professionnelle? On commence avec quel poste, et puis comment on va évoluer en fait dans ces postes, dans ces postes jusqu'à ce qu'on arrive à atterrir des postes qui sont quand même assez intéressants. Le troisième point, en fait, c'est quoi vraiment la liste des qualités qu'un programmeur ou qu'un bon programmeur soi-disant doit avoir? Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour qu'on soit en fait, pour qu'on puisse apprendre la programmation? Et le quatrième et le dernier point, en fait, c'est comment on peut devenir un programmeur. Et ça, honnêtement, j'aurais dû effectivement commencer peut-être avec le quatrième point, parce que c'est ça c'est la question en fait à laquelle il va falloir essayer de répondre en fait dès le début. C'est pourquoi et comment je vais devenir un programmeur. Mais bon, après, il va falloir d'abord savoir pourquoi je veux apprendre à coder. C'est quoi vraiment le profil, on va dire la carrière, le plan de carrière, le plan d'évolution de carrière d'un développeur. C'est quoi vraiment les qualités que je dois avoir pour être un bon programmeur? Et si je décide, à travers ces 3 premiers points, que je veux vraiment devenir un programmeur, comment je vais le devenir? Et comment je vais acquérir l'ensemble comment je vais acquérir cette compétence, toutes les compétences nécessaires pour devenir un bon programmeur ou un bon développeur? Alors, c'est parti pour le premier point. Le premier point, en fait, c'est pourquoi lire le coding? Pourquoi lire, en fait, la programmation? Alors, je pense que, honnêtement, moi, franchement, personnellement, je pense qu'un des éléments vraiment qui a attiré mon attention, en fait, dans la programmation, étant vraiment jeune, c'est la capacité, c'est l'analytique, c'est les capacités d'analyse. Donc la résolution de problèmes et l'analyse des problèmes et ce qu'on appelle en fait le logic thinking. C'est que tu t'essaies en fait de- d'avoir cette façon de réfléchir qui est trop logique. C'est qu'à partir du moment que tu es vraiment doué pour résoudre des problèmes, et que derrière en fait tu as une espèce de alors, en fait, reasoning, je sais pas comment on dit ça en français là, mais honnêtement, c'est quand tu es en fait logique, que tu es logique dans tes réflexions. Tu réfléchis logiquement, tu penses logiquement. Je pense que ça, c'est un bon, si tu veux vraiment booster cette capacité de résoudre les problèmes, analyser les problèmes, et rentrer trop dans les détails pour résoudre un certain nombre de problèmes, et puis tu veux vraiment pousser loin ta réflexion logique, et ta pensée logique, je pense que la programmation, c'est le meilleur moyen pour l'atteindre.
Parce que tout au long en fait de ton travail de programmation, bah, je pense que la plupart du temps, tu seras amené à travailler sur des vraies problématiques au sein de l'entreprise. C'est qu'on va te ramener un problème, la plupart du temps, soit un problème, soit un besoin d'affaires, et le besoin d'affaires, il est là pour répondre à quelque chose en fait qui va pas, potentiellement. Donc le besoin d'affaires, il va te ramener beaucoup de challenges, beaucoup de problématiques, pour que je puisse effectivement le prendre, enfin implémenter ce besoin d'affaires, bah, tu seras confronté à un certain nombre de problématiques que tu dois résoudre. Et pour que tu puisses les résoudre, il faut en fait aimer ça. Il ne faut pas que ça soit une corvée pour toi. Donc, il faut aimer en fait la résolution des problèmes et des challenges techniques. Donc, si tu aimes ça et que tu veux vraiment pousser cet aspect loin, apprendre la problématique, apprendre en fait la programmation, c'est un élément qui est vraiment très essentiel et qui va pouvoir t'aider en fait dans ce sens. La même chose pour le raisonnement logique. Si tu es quelqu'un qui, dans la réflexion, suit beaucoup plus un raisonnement logique, et tu es vraiment doué dans cette partie-là, bah, c'est clair que la programmation, un de ces outils clés, c'est il faut que tu sois logique en fait dans ta façon de réfléchir. Bah, surtout quand tu essaies, en fait, quand tu as une problématique en face et que tu essaies d'analyser d'essayer d'analyser la mise en place d'une solution pour corriger ou je ne sais pas moi pour remédier en fait à cette problématique. Bah si t'as pas vraiment un raisonnement logique, bah c'est clair que tu vas te casser en fait la figure tout au long de ce travail-là. Donc pour moi c'est quand même essentiel d'avoir le raisonnement logique, et d'avoir cette capacité d'analyse et résolution de problèmes. Donc ces deux éléments ils sont très essentiels pour le métier de programmeur. Et si tu veux du coup en fait pousser encore d'un cran ces deux aspects, la programmation, c'est un des meilleurs moyens pour le faire. Alors, deuxième aspect, c'est la partie job opportunities ou les opportunités de travail. Bah, c'est clair que aujourd'hui, le secteur de l'informatique et de l'IT en général, le secteur de l'IT et de l'informatique, et surtout tout ce qui est programmation, tout ce qui est orienté programmation, est super super demandé sur le marché. C'est un des secteurs en fait qui chôme jamais, ou son taux de chômage il est quand même assez faible. Honnêtement, depuis que j'ai commencé à travailler dans ces secteurs-là, je fais plus beaucoup de dev, mais depuis que j'ai commencé en fait à toucher soit de près ou de loin ce domaine, je n'ai jamais vu en fait des gens qui galèrent pour trouver de job, que ce soit, j'ai fait quand même pas mal, que ce soit en fait en France ou à l'étranger là. Actuellement, je suis au Canada. Donc c'est exactement la même chose, c'est toujours en fait la même façon de travailler, le marché il est très demandeur, donc c'est sûrement devenir un programmeur ou apprendre en fait ces nouveaux skills, ces coding skills, I would say, va t'ouvrir, on va dire, des portes sur des nouvelles opportunités, de nouveaux horizons professionnels. Alors le troisième élément, tu peux devenir freelancer. Ben, ça c'est très clair. Honnêtement, à partir du moment que tu commences en fait à maîtriser très bien ce que tu fais, et que derrière en fait tu as une expérience professionnelle qui back un peu ce que tu sais faire, donc ton CV il commence à être un peu garni, bah, je pense que tu peux sûr et certain travailler en tant que freelancer, et travailler pour ton propre compte. Tu créeras en fait ta boîte et puis tu essaieras en fait de gagner des offres, des appels d'offres, puis tu réponds en fait à ces appels d'offres, etc. Donc ça c'est clair que tu peux devenir en fait assez facilement freelancer dans le monde de l'IT, comparé en fait à d'autres secteurs de l'industrie ou à d'autres secteurs du marché. Alors, donc si tu es quelqu'un qui veut, le troisième point, c'est que si tu es quelqu'un qui veut vraiment s'orienter vers tout ce qui est cyber security, t'aimes vraiment le côté sécurité et le côté cyber security at large, bah c'est clair qu'il te faut quand même des skills programmeurs pour que tu puisses faire très bien ce travail. Security consultant, ou si tu veux travailler en fait dans le monde de la sécurité, surtout la sécurité logicielle, sécurité réseau, bah, il faut quand même avoir des connaissances de base en fait de programmation pour que tu puisses faire une analyse poussée.
Bah, sinon, en fait, tes connaissances cyber security seront toujours surfaciques. Tu vas jamais, en fait, rentrer deep dans les connaissances, et apprendre, en fait, les connaissances comme il se doit. Après, si tu veux travailler dans les fintech, fintech, en fait, pour financial technology, en fait, la plupart, il y a énormément de startups dans le domaine de la finance qui se lancent, en fait, dans le monde, on va dire, qui proposent des solutions clés en main très innovantes dans le monde de la finance. Donc la plupart du temps, si tu veux travailler dans le secteur des fintech, bah, tant que en fait, c'est des sociétés où c'est un secteur en fait qui est intrinsèquement lié aux technologies. Donc, qui dit technologie dit développement software, etc., développement de solutions. Donc, si t'as pas vraiment des connaissances, si t'as pas des connaissances en fait en programmation, je pense qu'honnêtement, bah, on va dire, c'est pas que tu ne vas pas travailler parce qu'il y a différentes facettes en fait à ces entreprises-là, mais moi, je dirais que si tu veux travailler en fait en temps, si tu veux avoir une chance en fait pour intégrer une des sociétés fintech, un des points d'entrée, je dirais que c'est la programmation. Alors, après, Open Doors for Entrepreneurial Opportunities, ben ça c'est très important. Ben, tout à l'heure en fait j'ai dit freelancer, donc ça te donne en fait, ça te laisse en fait travailler pour ton propre compte. Bah, de même, en fait, la programmation ou le développement peut te donner des opportunités pour être entrepreneur, parce que moi, je connais pas mal, en fait, de personnes qui ont créé, en fait, des applications, et à partir de ces créations, des applications innovantes, qui implémentent, en fait, une idée, qui répond à un besoin, en fait, du marché, et du coup, en fait, ils profitent de cette solution applicative pour devenir des entrepreneurs, parce que à partir du moment que tu as une idée, une très bonne idée en fait du besoin du marché, puis tu développes une solution pour répondre à ce besoin-là, cette solution, tu peux la commercialiser en fait aux clients, à tes clients, tu arrives à trouver en fait des clients pour lesquels tu peux vendre en fait cette solution, bah c'est bon là, je pense que ça c'est rien d'autre que l'entrepreneuriat. Donc tu peux créer ta société, puis essayer de voir un peu comment tu vas essayer de, peut-être au début en fait, vendre la solution à quelques petits clients, et puis at large scale, tu peux scaler en fait ton produit là pour essayer de cibler en fait le maximum de clients. Après le quatrième, et franchement il n'y a pas que ces éléments là, mais c'est les éléments en fait qui m'ont venu vraiment à l'esprit quand j'ai essayé de préparer la présentation. Mais un des avantages vraiment du travail sur tout ce qui est développement applicatif et dans le secteur de l'IT en général, c'est que tu peux travailler remote, tu peux travailler en fait de la maison. Mais surtout maintenant avec la pandémie, avec la Covid, je pense que le travail de la maison, à partir du travail remote, est devenu une réalité pour pas mal de secteurs. Mais en tout cas, à un certain point, la programmation et le développement d'applications et le développement logiciel, c'était un des secteurs dans lequel tu avais de fortes chances pour travailler de la maison, en fait, pour travailler, si c'est vraiment ça, si c'est un des critères, en fait, qui t'intéresse. Voilà, donc je pense que avec cette slide, je vous ai donné quand même quelques éléments de réponse à la question pourquoi dois-je apprendre en fait à coder? Pourquoi dois-je apprendre la programmation? Pourquoi dois-je apprendre le développement logiciel? Alors, passons à la slide suivante. Donc là, la slide suivante, elle s'intéresse à la carrière type d'un programmeur. Donc, à la sortie de l'école, par exemple, quelqu'un qui vient de sortir en fait du monde du développement logiciel ou qui vient de sortir en fait d'une école d'ingénieur ou je ne sais pas quoi là, et qui a en fait un diplôme de développement dans le développement et la programmation. Au début, quand il va intégrer en fait le marché d'emploi, il va commencer en tant que junior developer. On appelle ça en fait soit un développeur junior ou un programmeur, un analyste programmeur junior, ou juste un programmeur. Et puis après, il va devenir un analyste programmeur. Donc avec l'expérience, il va pouvoir en fait monter un cran et devenir en fait un senior developer.
donc un développeur junior ou un programmeur junior ou un analyste programmeur junior. Donc il y a différents titres à ça, mais honnêtement, c'est des titres en fait qui sont totalement interchangeables. Des fois on appelle développeurs, des fois on les appelle des programmeurs, mais ça revient absolument à la même chose. Donc, mais bon, après honnêtement, moi je pense que sur le marché il y a quand même énormément de mensonges en fait qui s'utilisent quant à le titre senior. Des fois, tu peux trouver des gens qui ont à peu près 3 4 ans d'expérience, puis il va te dire ah, moi je suis un senior développeur, tout en sachant que 3 d'expérience, honnêtement, c'est pas du tout suffisant pour acquérir ce titre, acquérir la seniorité là. Parce que honnêtement, et des fois en fait, je peux même voir, j'ai déjà vu en fait sur le marché pas mal de développeurs avec 4 5 ans d'expérience, mais ils ont énormément de lacunes. Moi, je pense que ce qui est important dans l'expérience professionnelle, c'est beaucoup plus les projets sur lesquels tu travailles. Donc, si tu as de la chance, tu vas travailler sur des projets qui sont assez intéressants. Et du coup, des projets qui sont assez intéressants et des projets from scratch qu'on crée de zéro, puis on essaie de monter en fait l'application jusqu'à ce que on la livre complètement au client final. Mais des fois, en fait, on peut se retrouver avec des gens qui ont vraiment 4 5 ans d'expérience, mais qui restent quand même juniors. Ils n'ont pas vraiment suffisamment de connaissances pour avoir ce titre. Mais développeur senior, à mon avis, c'est quelqu'un qui maîtrise toutes les facettes d'un langage de programmation donné. Il n'y a pas de notion de multi-language programmer ou multi-language developer parce que ça, des fois, en fait, on peut se retrouver avec des gens qui, soi-disant, en fait, ils maîtrisent. Tu peux pas vraiment tout maîtriser là. Moi, honnêtement, ce que je suggère la plupart du temps aux gens, parce que cette question, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est je suggère aux gens de focuser sur un langage de programmation puis essayer de le ramener jusqu'au bout, essayer de le comprendre dans toutes ses facettes. Mais mais la question du coup la plus importante, c'est quel langage de programmation choisir. Et c'est là où effectivement tu dois choisir quelque chose qui est super backé par une communauté forte, des ressources en fait illimitées, et que derrière en fait tu peux, je sais pas moi là, c'est par exemple tu apprends un seul logiciel mais tu peux développer en fait différentes choses. Par exemple tu peux faire du développement orienté web, tu peux faire du développement d'applications, tu peux faire avec en fait du développement mobile, tu peux faire du développement embarqué, tu peux faire donc à partir d'un seul langage tu peux faire effectivement énormément de choses. Donc il faut pas choisir un langage de programmation qui est limité. Après, ça c'est un autre sujet, effectivement j'essaierai de l'élaborer dans une première vidéo, si tout va bien. Alors donc, à partir du moment que tu es senior, je pense que la prochaine étape, en fait, c'est l'architecture, travailler sur l'architecte. Là, encore une fois, sur le marché, il y a énormément de types d'architecture que tu peux trouver. Il y a le Software Solution Integration Architecture, Network Architecture, Enterprise Architecture. Il y a différents types en fait d'architecture, mais ce qui est rassurant dans tout ça, c'est qu'à partir du moment que tu es senior développeur, si le monde ou le domaine de l'architecture est quelque chose qui t'intéresse, parce qu'en architecture, ce qui arrive en fait en général, c'est qu'on commence en fait à se déconnecter petit à petit du monde de développement, puis on rentre beaucoup plus en fait du monde de la conception et du design. Donc, moi je connais énormément de développeurs seniors qui décident jamais en fait de franchir le pas et devenir architecte parce que c'est quelque chose qui les intéresse pas. Ils ils veulent vraiment rester côté produit parce qu'ils aiment développer en fait des solutions, quelque chose de concret. Alors qu'architecte, à partir du moment que tu deviens architecte, tu switches vers le monde, t'es un petit peu à cheval entre la stratégie, le business et le développement, on va dire la partie développement. Donc tu vas avoir besoin de plus de qualité, d'autres types de qualités, d'autres types de skills que tu dois avoir en plus de la composante technique qui est assez présente et assez importante. Alors après il y a des gens je pense qu'il y a des gens en fait qui veulent pas vraiment du tout rester dans la technique. Donc à partir de 3 4 ans d'expérience en fait en dev, ils switchent assez rapidement en monde on va dire de fonctionnel, beaucoup plus fonctionnel à faire.
Donc là, on parle de product owner, plus des notions qui sont orientées safe, slash Scrum, méthodologie agile. Donc là, PO pour Product Owner, PM pour Product Manager. Donc là, selon en fait effectivement, si tu choisis en fait ce plan de carrière, ce poste-là ou ce titre, effectivement, tu vas être beaucoup plus déconnecté, tu vas te déconnecter plus en fait du monde de la technique, puis tu vas pencher vers le monde fonctionnel et affaires, et surtout le côté affaires. Donc là, le côté en fait qui va t'intéresser le plus, c'est beaucoup plus le côté besoin d'affaires, le détail des fonctionnalités et comment en fait les fonctionnalités vont être splittées en plusieurs morceaux et qu'est-ce qu'on livre en fait ce jour-là et puis qu'est-ce qu'on va tarder, les priorisations, l'histoire des priorisations, etc. Donc c'est beaucoup plus des engagements, des deadlines, un besoin d'affaires. Après, le fait d'avoir des connaissances en fait sur le côté technique et la partie réalisation et le cycle de vie de dev, c'est clair que ça va te donner en fait un atout, c'est un atout en fait assez important pour les PO/PM. Parce que des fois, effectivement, il y a des gens qui viennent pas du monde de la technique, puis ils deviennent PO. Des fois, effectivement, il y a des bons PU en fait qui viennent du mode affaires, du mode fonctionnel, qui sont pas du tout techniques. Mais comme il y a des bons PO/PM qui viennent du monde de la technique, puis ils switchent en fait assez rapidement. Mais tout dépend en fait tout dépend de ce que les gens font et si tu te sens vraiment à l'aise pour devenir PO/PM à partir, bah, tout en sachant que tu avais déjà en fait un background technique. Mais des fois c'est pas évident, mais des fois il y a des gens qui font la transition en fait assez facilement. Après, ou des architectes, il y a des fois on fait des architectes qui switchent en fait PM, pas PO, ça c'est vraiment très rare que j'ai vu ça là, mais des fois ça leur arrive en fait de switcher en fait au poste PM, ce qui des fois en fait fait totalement de sens. Après, tu peux effectivement devenir manager, pourquoi pas, là, après un certain nombre d'expériences, tu peux effectivement switcher vers les postes soi-disant de gestion, beaucoup plus de gestion que orienté technique et qui ont une composante beaucoup plus basée sur les soft skills que la composante technique. Mais on va revenir en fait à ce concept de soft skills après. Ah, juste après. Alors, parlons des soft skills. Bah là, du coup, en fait, cette slide, elle présente un peu, c'est quoi vraiment les qualités que une personne, en fait, doit avoir pour être un bon développeur. Et ça, franchement, moi, je pense que s'il y a vraiment un slide qui est super important dans cette présentation, c'est celui-là. Parce que celui-là, il a quand même un élément qui est très important, qui est négligé la plupart du temps par les développeurs et les programmeurs, c'est le côté soft skills de la chose. C'est que les développeurs, la plupart du temps, ils ont tendance à vouloir exceller et vouloir perfectionner en fait le côté technique, mais malheureusement, des fois, ils négligent le côté soft qui est aussi important que le côté technique, ou même plus important que le côté technique. Parce que franchement, si tu veux garantir une évolution de carrière qui est super intéressante, en plus de tes connaissances techniques, il va falloir travailler sur le côté soft parce qu'il est quand même très essentiel. Quelqu'un qui maîtrise très bien la solution techniquement parlant, mais qui ne sait pas en fait comment la vendre et comment l'expliquer et la présenter aux stakeholders, comment la présenter en fait aux gens qui n'ont absolument aucune connaissance technique, ben là, effectivement, il a un gros souci. Et c'est pour ça que je trouve, moi, par exemple, switcher d'un développeur vers le poste architecte, il est très intéressant, parce que le poste architecte est une opportunité pour toi pour travailler plus le côté soft skills que plutôt que de continuer à focuser sur les hard skills. Alors donc, parmi les skills ou les qualités en fait ou les éléments que tu dois en fait respecter pour les soft, tu dois, on va dire, perfectionner et faire évoluer en fait, et qui sont très importants, c'est le côté communication. Il faut avoir des très bonnes bases de communication, la créativité, parce que c'est à partir de la créativité que les idées naissent. Sans créativité, tu seras plus dans la réutilisation et le copy-paste. Donc être créatif, ça veut dire inventer des choses, inventer des solutions créatives, donc c'est très important.
Puis attention to details, parce que ça c'est très 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 important. Et d'ailleurs en fait ça je peux carrément tu sais c'est à cheval en fait sur les hard skills et les soft skills, parce que même dans le côté technique de la chose, tu dois quand même faire très très attention au côté détail, parce que devil in details, comme on dit en fait toujours là, mais il faut savoir quand même se limiter. Il faut savoir en fait se créer des limites à un certain moment pour ne pas tomber dans le piège de vouloir en fait trop rentrer dans les détails et qu'au final on se retrouve avec une solution qui n'est pas complète et on se retrouve avec une livraison en fait très en retard. C'est vraiment ça. Donc normalement, c'est qu'il faut faire attention aux détails, mais d'une manière vraiment mesurée. Il faut être dans la mesure plutôt que dans la démesure, on va dire. Alors pour les hard skills, bah c'est clair, il faut maîtriser un langage de programmation. Ça pour moi, choisis n'importe quel langage de programmation que tu veux, mais essaye quand même de le maîtriser et le maîtriser à fond. Parce que ça c'est quand même super. Mais encore une fois là, il faut vraiment essayer de choisir un langage de programmation qui va t'aider pour apprendre le maximum des choses. Parce que si tu es vraiment sur un langage de programmation qui est trop limité, bah tes connaissances, du coup, elles vont être limitées de même. Alors, les hard skills, bah, de toute façon, computer science et maths, c'est deux en fait c'est deux sciences qui sont indivisibles. Computer science, il y a énormément de maths dedans. Donc, avoir aimé les maths, ça pourrait aider. Et parce que là, quand on est matheux, sûrement on va avoir cette orientation de pensée trop logique. On est trop logique. Quand on est matheux, on est trop logique. Et c'est pour ça que si t'es matheux, sûrement tu vas être un bon programmeur là. Tu vas faire de la bonne analyse, tu vas créer des bons algorithmes, tu vas faire une bonne analyse, effectivement. Alors, après, il y a l'analytical mindset qui est quand même lié au logical thinking, il est lié aussi à l'aspect, au fait d'aimer les maths, etc. Voilà, franchement, ce qui est un peu dommage, c'est que là, on est en train de présenter un certain nombre de choses, mais comme vous n'êtes pas là pour poser des questions, je vous invite vraiment à écrire le maximum, à faire le maximum, poser le maximum de questions dans les commentaires. Je vais essayer vraiment de tout lire et répondre à vos questions. Alors, le cinquième et le dernier slide, c'est comment on va devenir en fait un bon programmeur. Et honnêtement, pour moi, en fait, il y a deux façons pour le devenir. Soit la façon très classique, c'est le parcours académique classique, c'est aller chercher en fait un petit diplôme dans le génie logiciel ou je sais pas quoi là. La deuxième façon pour devenir un bon programmeur, et c'est ça honnêtement qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle le self-taught, c'est les gens qui sont autodidactes et qui vont lire eux-mêmes, qui vont aller lire en fait eux-mêmes tout ce qu'il faut pour devenir un bon programmeur, puis ils vont aller chercher en fait des certifications. Ils sont super demandés, surtout dans la culture anglophone. Bah, côté par exemple Amérique du Nord, les gens qui ont une certification, ils sont super demandés sur le marché. Et honnêtement, des fois, une certification peut remplacer en fait un diplôme académique, un diplôme d'école du génie logiciel. Et les certifications, ils sont vraiment super demandées. Donc si tu as, par exemple, je sais pas moi, les certifs pro Java ou les certifications, des certifications réseau ou je sais pas, les certifications dans le cyber security, bah t'auras en fait de fortes chances d'avoir en fait des bonnes opportunités de travail, de déclencher en fait des entretiens, et puis carrément en fait les réussir en fait ces entretiens là. Parce qu'en général les gens qui sont certifiés, je parle des gens qui travaillent pour avoir des certifications et qui sont autodidactes. Parce que je sais que des fois il y a des certifications qui se paient là, t'assistes à une formation qui te dévie en fait un certain nombre de slides, puis à la fin de cette certif, bah t'es sûr et certain que tu vas l'avoir. Mais moi je parle des gens qui lisent la doc, puis qui se préparent eux-mêmes, et puis ils passent leur certif. Ces gens-là, la plupart du temps, ils vont sûrement en fait avoir un bagage assez costaud, et les connaissances qu'ils vont acquérir, ils vont pas les perdre en fait dans 2 mois ou 3 mois après, parce que ils ont mis de l'effort nécessaire pour les acquérir et pour les apprendre. Après, que ça soit en fait parcours académique ou parcours autodidacte avec plus les certifications,
Si tu n'as pas vraiment une bonne expérience professionnelle, tu restes quand même super limité, parce que je dis bien good professional experience, parce que des fois, tu peux travailler en fait pendant 3 ou 4 ans dans une société, et si tu ne fais que corriger les bugs et travailler sur des petits changements à droite et à gauche, bah, tu n'auras jamais en fait cette expérience professionnelle complète. Pour moi, en fait, il faut toujours choisir les projets sur lesquels on travaille. Et si on t'affecte un projet qui n'est pas intéressant selon toi, bah, ce que tu dois faire en fait c'est de changer. Je préfère que tu changes plutôt que de rester et souffrir pendant 3 4 ans et qu'au final tu sors de cette société avec 0 expérience ou une expérience qui n'est même pas vendable. Tu ne peux pas la vendre parce que ça ne va absolument rien t'apprendre. Voilà les amis, franchement j'espère que c'était intéressant pour vous, mais honnêtement, si vous avez vraiment la moindre question, essayez de m'écrire, de me faire un petit commentaire avec la question, et je vais essayer vraiment d'y répondre ASAP. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce contenu-là, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir.